Je m'appelle Ethan, j'ai 28 ans. Il y a 10 ans, le soir même de mon 18e anniversaire, ma famille m'a complètement remplacé par une toute nouvelle Porsche. Alors que je me tenais dans le hall de notre maison, trempé par la pluie, tenant un morceau de gâteau de supermarché à moitié mangé, ma propre mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a tendu une carte disant que je devais être plus comme mon jeune frère. Ils ont ri de moi devant 30 personnes. Mais il y a une chose qu'ils ignoraient absolument. L'immense richesse qu'ils étalaient, le sol même sur lequel ils marchaient et les murs immaculés qui abritaient leurs mensonges suburbains parfaits allaient légalement m'appartenir. Et maintenant, ce sont eux qui mendient un toit. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé, et comment j'ai démantelé leur vie, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en une justice vraie et sans filtre. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans les commentaires. Maintenant, retournons là où ce cauchemar a commencé. J'ai grandi dans un quartier où les pelouses étaient parfaitement entretenues par des paysagistes tous les mardis, et les sombres secrets de famille étaient enfouis profondément sous de coûteux buissons dahlia. En apparence, ma famille représentait le summum absolu du rêve américain. Nous vivions dans une vaste maison coloniale à 2 étages, avec des piliers blancs et une allée circulaire. Mon père, Richard, était un homme qui se souciait infiniment plus de son handicap au golf, et de sa position élue au conseil de l'association des propriétaires, qu'il ne s'est jamais soucié de ses fils. Il était un jeune cadre dans une entreprise de logistique, mais il dépensait de l'argent comme s'il possédait l'entreprise. Ma mère, Margaret, était une terrifiante maîtresse des apparences. Elle cuisinait des tartes artisanales pour les ventes de pâtisseries caritatives du quartier, et organisait de somptueux dîners de Thanksgiving qui semblaient sortir d'un magazine, tout en menant une dictature psychologique silencieuse derrière des portes closes. Et puis il y avait Julian, mon jeune frère de 2 ans exactement. Julian était l'enfant prodige incontestable, le fils autour duquel l'univers entier de mes parents tournait. La dynamique fut établie tôt, et appliquée impitoyablement. Si Julian éternuait, mes parents lui achetaient pratiquement une nouvelle console de jeux vidéo pour qu'il se sente mieux. Si Julian ratait un examen de mathématiques, c'était la faute du professeur pour son incompétence, et ils embauchaient un tuteur privé à $50 de l'heure pour le cajoler jusqu'à l'examen suivant. Pendant ce temps, si je ramenais un bulletin de notes avec des A partout, mon père jetait à peine un coup d'œil par-dessus son journal financier, sirotait son scotch et me disait de ne pas prendre la grosse tête, car un salaire élevé exige un vrai travail acharné, pas seulement de l'intelligence livresque. Le favoritisme n'était pas subtil. Il était tissé dans la trame même de notre existence quotidienne, un poids constant et suffocant. Julian avait la grande chambre principale au bout du couloir, avec le dressing et la salle de bain privée. J'étais relégué à la chambre d'amis exiguë, près du grenier, qui sentait toujours un peu la poussière et les vieilles boules antimites, avec une fenêtre qui cliquetait à chaque coup de vent. Ils ne m'ont jamais explicitement assis pour me dire qu'ils l'aimaient davantage, mais leurs actions le hurlaient plus fort qu'une sirène de tornade. Quand Julian a écrasé la berline de mon père dans une boîte aux lettres à 16 ans parce qu'il envoyait des SMS, ils l'ont serré dans leurs bras, lui ont dit que les voitures pouvaient être remplacées, et lui ont acheté un modèle plus récent 6 mois plus tard. Quand j'ai demandé une maigre contribution au fonds universitaire pour acheter un ordinateur portable d'occasion pour ma dernière année, mon père m'a tendu une liste imprimée de restaurants rapides locaux embauchant des adolescents. J'ai appris à survivre en devenant invisible. J'étais un bruit de fond. J'étais le gamin calme et observateur qui finissait ses devoirs tôt, repassait ses propres vêtements, et restait à l'écart juste pour que personne ne trouve une raison de me crier dessus. Je me suis nourri de petits mensonges pour rendre la dure réalité plus facile à avaler. Je me suis dit qu'ils étaient plus durs avec moi parce qu'ils attendaient plus. Je me suis dit que ça me forgeait le caractère, mais le masque s'est brisé irrémédiablement le jour de mes 18 ans. C'était un jeudi gris et misérable. La pluie tombait en rideaux glacés. J'avais passé un examen de calcul brutal ce matin-là, et j'étais physiquement et émotionnellement épuisé. J'ai marché les 2 miles qui me séparaient de l'arrêt de bus sans parapluie, car Julian avait pris le mien ce matin-là et l'avait laissé dans la voiture d'un ami. Mes vêtements étaient trempés jusqu'à la peau. Je n'attendais pas de parade. Je n'attendais pas de fanfare ou de grandes déclarations d'amour. Je voulais juste un dîner tranquille, peut-être un bon steak, et une simple reconnaissance que j'étais officiellement un adulte. J'ai remonté l'allée, remarquant un nombre inhabituel de voitures garées le long de la rue, mais j'ai pensé que ma mère organisait une de ces réunions de comité impromptues. J'ai poussé la lourde porte d'entrée en chaîne, retirant ma veste trempée, et les lumières se sont soudainement allumées avec un éclair aveuglant. Une foule d'environ 30 personnes voisins,
famille élargie, amis de mes parents du club de golf, et même l'entraîneur de baseball de Julien au lycée se tenait entassé dans notre salon. Des ballons argentés et bleus étaient attachés à la rampe. Une immense bannière imprimée professionnellement pendait au-dessus de la cheminée en briques. Elle ne disait pas « Joyeux 18 ans, Ethan ». Elle disait juste « Joyeux anniversaire ». Et debout, en plein milieu de la pièce, arborant un sourire suffisant et habituel que je n'oublierai jamais, se tenait Julien. Son anniversaire n'était pas avant encore 3 semaines complètes. Ma mère s'est précipitée en avant, me bousculant complètement, mon corps tremblant, tenant son smartphone pour filmer le spectacle. Elle est allée droit vers Julien. Mon père s'est avancé à côté de lui, la poitrine gonflée de fierté, tenant une petite boîte à bijoux en velours. Il l'a ouverte lentement pour révéler un jeu de clés brillantes avec un écusson distinct. Une toute nouvelle Porsche, une voiture de sport de luxe littéral pour un gamin de 16 ans qui avait des antécédents de conduite imprudente. La foule a éclaté en applaudissements frénétiques. Julien a levé le poing en l'air, criant son excitation, absorbant l'adoration. Je suis resté là, dans l'entrée carrelée, l'eau coulant de mes cheveux dans mes yeux, mon lourd sac à dos toujours en bandoulière. J'ai regardé toute ma famille s'agiter dans la pièce comme si c'était le matin de Noël. J'attendais la chute. J'attendais que quelqu'un, n'importe qui, se retourne et dise qu'il plaisantait. Que mon vrai cadeau m'attendait dans la cuisine. Qu'il se souvenait du fils qui franchissait réellement le seuil de l'âge adulte ce jour-là. J'ai éclairci ma gorge. Ma voix s'est légèrement brisée en parlant. J'ai demandé si quelqu'un réalisait que c'était en fait mon anniversaire aujourd'hui. La pièce est devenue totalement silencieuse, le genre de silence profond et angoissant qui résonne dans les oreilles et vous noue l'estomac. Tout le monde s'est figé un instant, échangeant des regards inconfortables. Ma mère s'est tournée vers moi. Son sourire n'atteignait pas ses yeux froids. Elle a laissé échapper un rire aigu, incroyablement forcé, qui a résonné sous le plafond voûté. Elle a dit à la foule que, bien sûr, ils n'avaient pas oublié leur autre fils. Elle a marché vers le comptoir de cuisine en granit et a ramassé une assiette en carton fragile. Dessus, il y avait une seule tranche de gâteau de supermarché Bon Marché. La moitié manquait. Le glaçage bleu Bon Marché était étalé sur le carton. Il n'y avait pas de bougie. Il n'y avait pas de nom écrit dessus. Elle s'est approchée et me l'a fourré dans les mains, avec une enveloppe blanche scellée. J'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. Il n'y avait pas d'argent à l'intérieur. Il n'y avait pas de message sincère sur le fait que je devenais un homme ou que je partais à la conquête du monde. Il y avait juste une carte générique d'un magasin à $1. Et dans l'écriture cursive impeccable de ma mère, 5 mots dévastateurs étaient écrits en plein centre, sois plus comme ton frère. Sarah, l'amie la plus proche de ma mère, et la commère la plus vicieuse de notre code postal, a laissé échapper un ricanement distinct et sonore près du canapé. Bientôt, quelques autres ont ri nerveusement. Ils pensaient que c'était une blague. Ils pensaient que c'était une plaisanterie familiale hilarante et audacieuse. J'ai regardé mon père. Il ignorait complètement la situation, occupé à montrer à Julien les détails complexes de l'intérieur en cuir de la voiture, tirés d'une brochure de concessionnaire brillante. J'ai regardé ma mère. Elle m'avait déjà tourné le dos, son téléphone pointé de nouveau vers Julien, lui demandant de se tenir près de la fenêtre pour qu'elle puisse obtenir le bon éclairage pour les médias sociaux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le pathétique morceau de gâteau contre le mur. Je n'ai pas exigé d'explication. Quelque chose en moi, un cordon vital d'espoir auquel je m'étais accroché pendant 18 ans, s'est simplement brisé. J'ai tranquillement posé l'assiette en carton sur la table de l'entrée, à côté d'un vase de lys frais. Je suis monté à l'étage, dans ma chambre exiguë. J'ai sorti un sac de sport délavé de sous mon lit. J'ai méthodiquement rangé 3 paires de jeans, quelques chemises épaisses, des chaussettes propres, mon chargeur de téléphone, et les $40 d'urgence que j'avais cachés dans une boîte à chaussures après avoir tondu des pelouses tout l'été. J'ai attendu que la fête se déplace vers l'allée, pour admirer la nouvelle voiture sous la pluie. Puis je suis descendu par l'escalier de service, me suis faufilé par la porte de la cuisine, j'ai sauté par-dessus la clôture en bois et j'ai marché 3 miles sous la pluie glaciale jusqu'à la gare routière Greyhound, sous la lueur ambrée des lampadaires vacillants. J'ai acheté un billet aller simple pour la ville. Je me suis assis à l'arrière du bus, tremblant dans mes vêtements humides, regardant les maisons de banlieue s'estomper dans l'obscurité. Une semaine plus tard,
assis sur un matelas taché et bosselé dans un motel bon marché qui sentait la fumée rassie et l'eau de javel, mon téléphone fissuré a vibré. C'était un message vocal de ma mère. Sa voix tremblait, lourde de larmes intenses et dramatiques. Elle me suppliait de rentrer à la maison. Elle disait qu'ils ne savaient pas que cela me ferait si mal, que c'était juste un terrible malentendu, qu'ils avaient prévu un dîner séparé pour moi depuis le début, et que mon père conduisait partout, inquiet. C'était une performance magistrale, digne d'un Oscar. Si je n'avais pas vécu avec elle pendant 18 années épuisantes, j'aurais peut-être même cru. Mais je connaissais la vérité. Elle ne pleurait pas parce que son fils aîné lui manquait. Elle pleurait parce que son image de famille parfaite et soigneusement construite avait une énorme fissure. Et les voisins curieux commençaient à poser des questions embarrassantes sur la raison pour laquelle Ethan ne tondait plus la pelouse. J'ai supprimé le message vocal sans l'écouter jusqu'à la fin. J'ai éteint mon téléphone, je me suis enveloppé dans une fine couverture et je me suis préparé à la guerre. La ville se moque de votre douleur. Elle se moque de votre cœur brisé, de votre terreur, ou du fait que vous venez d'être trahi par les personnes même censées vous protéger et vous éduquer. La ville est une machine massive et implacable, et elle n'exige qu'une seule chose, le loyer. Ces premières années seules furent une impitoyable et brutale leçon de survie pure. J'ai trouvé un lit dans une auberge de jeunesse délabrée pour $50 par semaine, partageant une pièce exiguë avec des hommes qui vendaient des lunettes de soleil contrefaites et évitaient le contact visuel. Je travaillais dans la construction le jour, respirant la poussière toxique de cloisons sèches, transportant de lourds sacs de ciment sur 5 étages jusqu'à ce que mes épaules aient l'impression de se disjoindre de mon corps, et que mes mains soient couvertes d'ampoules et de sang. La nuit, je lavais des assiettes grasses dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24, où l'eau chaude me brûlait les avant-bras, et mes vêtements sentaient en permanence les vieilles frites et le café brûlé. J'ai fini par déménager dans un appartement infesté de cafards, de la taille d'un dressing, dans un quartier où les sirènes étaient la berceuse nocturne. Je mangeais des haricots en conserve générique, des nouilles instantanées et du pain de la veille. Mais chaque fois que mon dos me faisait si mal que je voulais m'effondrer, ou que mon estomac grognait si fort qu'il m'empêchait de dormir, je pensais à ce gâteau à moitié mangé. Je pensais à l'éclat de cette nouvelle Porsche, et cela me nourrissait d'une énergie sombre et brûlante. Je refusais absolument d'être l'échec tragique qu'ils s'attendaient à me voir devenir. Je refusais de laisser leur récit être ma réalité. J'ai commencé à passer chaque heure libre à l'immense bibliothèque publique du centre-ville, après mes épuisants quarts de travail au restaurant. J'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur les affaires commerciales, la macrofinance et le développement immobilier. Je voulais comprendre en profondeur comment l'argent circulait, comment le vrai pouvoir se construisait, et comment des gens comme mon père réussissaient à le conserver tout en n'apportant rien de réelle valeur. J'ai commencé à suivre des cours en ligne bon marché dans un collège communautaire local, assis devant les ordinateurs de la bibliothèque jusqu'à la fermeture, payant les crédits de ma poche, dollar par dollar agonisant. La seule personne de mon passé qui m'ait jamais contacté avec une véritable inquiétude était tante Clara. C'était la sœur aînée de ma mère, mais elles étaient des opposés complets. Clara était bruyante, sans filtre, et farouchement indépendante. Elle était le mouton noir désigné de la famille, simplement parce qu'elle refusait de jouer au jeu ridicule du statut de club de golf. Clara m'a finalement retrouvé 3 années brutales après mon départ. Elle m'a localisé grâce à un ancien dossier fiscal que j'avais déposé lorsque j'avais obtenu un emploi légèrement meilleur dans une quincaillerie. Elle est entrée dans le restaurant un mardi soir pluvieux, s'est assise au comptoir en vinyle fissuré et a commandé un café noir. Quand je me suis retourné du grill pour le lui donner, j'ai failli laisser tomber la tasse en céramique. Elle avait l'air plus âgée, son visage marqué par l'inquiétude. Elle ne m'a pas serré dans ses bras tout de suite. Elle a juste regardé mes mains calleuses, les cernes sous mes yeux fatigués, l'uniforme bon marché, et a hoché la tête lentement. Elle m'a dit que j'avais l'air d'un homme qui menait une longue guerre silencieuse. Nous nous sommes assis dans une banquette à l'arrière, loin des autres clients, et c'est là qu'elle m'a raconté exactement ce que ma famille avait fait depuis la nuit de ma disparition. Ils n'avaient pas pleuré mon absence. Ils n'avaient pas cherché dans les rues. Ils avaient agressivement réécrit l'histoire pour se protéger. Ma mère avait dit à tout le quartier, à notre famille élargie, et à tout le monde lors de son groupe de prière hebdomadaire que j'étais tombé dans une mauvaise fréquentation dangereuse. Elle avait fabriqué une histoire selon laquelle j'avais développé une grave addiction incontrôlable à la drogue, et que j'avais violemment volé de l'argent du compte du fonds universitaire de mon père avant de m'enfuir dans la nuit. Elle se présentait comme la mère tragique, au cœur brisé, et souffrante d'un criminel toxicomane perdu.
Elle recueillait leur sympathie comme une monnaie, absorbant leurs casseroles et leurs regards apitoyés. Mon père a utilisé mon absence pour justifier l'arrêt définitif de tout soutien financier. Il était socialement censé subvenir à mon éducation, mais il affirmait à ses amis golfeurs que c'était une dure preuve d'amour nécessaire. Entendre ces mensonges n'a pas brisé mon cœur. Ça l'a rendu dur comme l'acier. Cela a confirmé tout ce que je savais déjà sur leur nature toxique. Clara a glissé une épaisse enveloppe non marquée sur la table collante. À l'intérieur, il y avait une petite pile de billets de banque neufs et un ordinateur portable légèrement usagé, mais fonctionnel. Elle m'a dit que ce n'était absolument pas de la charité. C'était un investissement. Elle a dit qu'elle avait toujours vu à travers leurs mensonges et qu'elle croyait en moi. Cet ordinateur portable a littéralement changé la trajectoire de ma vie. Il m'a permis de creuser beaucoup plus profondément dans le marché de l'immobilier commercial depuis mon petit appartement, de commencer à construire un CV solide et de postuler enfin à des emplois administratifs de niveau débutant dans des entreprises, au lieu de me briser le dos sur les chantiers de construction. Un an plus tard, à 22 ans, mon étude acharnée a porté ses fruits. J'ai finalement décroché un entretien pour un poste d'analyste junior dans une prestigieuse entreprise d'immobilier commercial dans le quartier financier. J'ai acheté un costume bon marché dans un magasin d'occasion, l'ai ajusté moi-même, et j'ai réussi l'entretien. J'étais fou de joie. Mais lorsque l'entreprise a effectué une vérification standard des antécédents et de solvabilité, dans le cadre du processus d'intégration, j'ai heurté un mur massif qui a failli détruire toute mon existence. La responsable des ressources humaines m'a appelé dans son bureau en verre immaculé. L'air profondément préoccupée et légèrement suspicieuse, elle m'a dit qu'il ne pouvait pas finaliser le processus d'embauche. Mon score de crédit n'était pas seulement mauvais. Il était catastrophique. J'étais signalé pour des montants massifs de dettes impayées, de graves défauts de paiement et des recouvrements actifs. J'étais complètement sidéré. J'ai eu l'impression que le sol avait disparu. Je n'avais jamais possédé une seule carte de crédit. Je payais mon loyer, ma nourriture et mes vêtements strictement en espèces. Je me suis rendu directement à une grande agence bancaire pendant ma pause déjeuner, et me suis assis avec un responsable de prêt senior, Monsieur Sterling. Je l'ai supplié de m'aider à obtenir mon rapport de crédit détaillé complet. Il a imprimé l'épaisse pile de papier, les sourcils froncés, et les a glissés sur le lourd bureau en acajou. J'ai fixé les chiffres noirs avec une incrédulité absolue. Il y avait plusieurs prêts automobiles. Il y avait des prêts personnels à taux d'intérêt élevés. Il y avait des cartes de crédit platine, dont le plafond était atteint dans des grands magasins de luxe. La dette totale était stupéfiante. Elle dépassait largement 150 000 $. J'ai regardé Monsieur Sterling, mes mains tremblant violemment, et j'ai demandé comment cela était légalement possible, alors que je vivais dans un bidonville et que je mangeais des haricots. Il a pointé un gros doigt vers un prêt automobile spécifique et massif qui était tombé en grave défaut de paiement des années auparavant. La date d'origine était exactement une semaine avant mon 18e anniversaire. Le véhicule lié au prêt était une Porsche haute performance. La pièce a commencé à tourner violemment. L'air a été entièrement aspiré de mes poumons. Mes parents n'avaient pas seulement acheté une voiture de luxe à Julian pour me narguer. Ils avaient utilisé mon nom, ma date de naissance et mon numéro de sécurité sociale pour la financer. Ils avaient volé mon identité alors que j'étais encore mineur, vivant sous leur toit, falsifié ma signature sur des documents financiers légaux, et m'avaient accablé d'une montagne de dettes toxiques pour financer le style de vie extravagant de leur enfant prodige. Et quand je me suis enfui, ils ont simplement cessé d'effectuer les coûteux paiements mensuels, laissant l'énorme dette en défaut de paiement et détruisant complètement mon avenir financier avant même qu'ils n'aient eu la chance de commencer. Ils ne m'ont pas seulement remplacé par une voiture. Ils ont sacrifié toute ma vie au loup, afin de pouvoir maintenir les apparences au club de golf. Je suis sorti de cette agence bancaire avec une clarté froide et terrifiante que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas été triste ni dépassé. Une rage profonde, sombre et calculatrice s'est installée en permanence dans mes os. Il ne s'agissait plus seulement d'une mauvaise enfance ou de négligence émotionnelle. C'était une ruine financière absolue. C'était un crime calculé. J'ai passé les 5 années éprouvantes suivantes à nettoyer leur désordre radioactif. J'ai travaillé en étroite collaboration avec Monsieur Sterling, qui a eu pitié de ma situation, et une jeune avocate acharnée qui a pris mon dossier de vol d'identité pro bono, car elle détestait les prédateurs financiers.
Nous avons déposé des rapports de police massifs, soumis des affidavits de fraude sans fin, et nous nous sommes battus bec et ongles contre les énormes bureaux de crédit. Ce fut un processus épuisant et humiliant, ayant constamment à prouver que je n'étais pas celui qui avait acheté une voiture de sport de luxe, et vidé des cartes Neiman Marcus, tout en faisant la plonge pour un salaire minimum. Lentement, douloureusement, nous avons blanchi mon nom. Les dettes ont été légalement retirées de mon dossier, mais l'enquête criminelle sur mes parents a été gravement bloquée, car le délai de prescription et les complexités extrêmes de la fraude familiale en faisaient un cauchemar bureaucratique pour le procureur local. J'ai dit à l'avocate de suspendre définitivement les poursuites pénales. J'avais une bien meilleure idée. La prison était bien trop facile pour des gens qui ne se souciaient que de leur position sociale et de leur richesse. Les mettre derrière les barreaux permettrait simplement à ma mère de jouer la victime d'un système judiciaire injuste. Je voulais leur prendre la seule chose qu'ils aimaient réellement, leur empire. Au moment où j'ai eu 27 ans, j'étais une personne entièrement différente. Je ne portais plus de jeans tachés de ciment. Je portais des costumes italiens sur mesure. J'avais agressivement gravi les échelons de l'entreprise, dans l'une des meilleures sociétés de développement immobilier commercial de la ville. J'étais vif, implacable, et je ne laissais jamais l'émotion obscurcir mon jugement professionnel. Mon mentor, le PDG de l'entreprise, un homme brillamment terrifiant nommé Marcus, a vu en moi une fin brute qu'il respectait profondément. Marcus était un requin, un milliardaire autodidacte qui exigeait l'excellence absolue, et récompensait fortement une loyauté farouche. Sous sa stricte direction, je signais personnellement des contrats commerciaux de plusieurs millions de dollars, et j'étais directement en lice pour une promotion massive au poste d'associé principal. Ma vie était enfin sûre et stable. J'avais un bel appartement de luxe, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la skyline de la ville. J'avais un salaire substantiel à 6 chiffres, un 4 cents un cas maximisé, et une formidable réputation dans l'industrie en tant que closer. J'avais aussi Chloé. Chloé était une conservatrice de galerie d'art haut de gamme, élégante, sophistiquée, et exactement le genre de femme dont je pensais avoir besoin pour compléter l'image de ma nouvelle vie réussie. Nous sortions ensemble sérieusement depuis 2 ans. Je lui faisais implicitement confiance. Dans un moment de vulnérabilité, je lui ai tout raconté sur mon sombre passé, sur l'horrible anniversaire, le vol d'identité massif, les années de lutte. Elle m'a tenu la main fermement, a embrassé mon front, et a juré qu'elle ne laisserait plus jamais personne me faire de mal. Mais le passé a une façon particulièrement cruelle de vous retrouver quand vous vous y attendez le moins, généralement quand vous vous sentez enfin en sécurité. Cela a commencé un mardi matin, avec une épaisse enveloppe légale certifiée livrée directement à mon bureau par un coursier. Je l'ai ouverte avec un coupe-papier en argent. À l'intérieur, il y avait une notification formelle concernant la succession de mon défunt grand-père paternel. Il était récemment décédé, et selon les documents légaux denses, un fonds fiduciaire d'héritage massif devait être distribué aux membres survivants de la famille. Mais il y avait un obstacle massif et insurmontable pour mes parents. La fiducie était structurée de manière rigide par un vieil homme paranoïaque. Elle exigeait les signatures physiques notariées de chaque héritier biologique vivant pour libérer les fonds. Si même un seul héritier contestait ou refusait de signer la libération, l'intégralité du fonds fiduciaire de plusieurs millions de dollars serait bloquée en cours d'homologation hostile pendant des années, liant l'argent indéfiniment. Ma famille toxique avait besoin de moi, non pas comme un fils bien-aimé, non pas comme un frère disparu. Ils avaient désespérément besoin de ma signature légale. Le harcèlement agressif a commencé presque immédiatement. Mon téléphone portable personnel, que j'avais changé 3 fois au fil des ans, a commencé à sonner incessamment avec des numéros masqués. Des emails exigeants ont inondé ma boîte de réception de travail sécurisée. Tous provenaient de l'avocat coûteux de mon père, exigeant une réunion immédiate pour discuter de l'héritage. J'ai ignoré chacun d'eux. J'ai demandé à ma réceptionniste et à la sécurité du bâtiment de bloquer définitivement tout visiteur prétendant être de ma famille. Je n'allais pas leur donner la satisfaction d'un seul mot de réponse. Mais Margaret et Richard étaient incroyablement désespérés. Le style de vie somptueux du club de golf qu'ils maintenaient obstinément était bâti sur un château de cartes. Grâce à mes propres vastes relations immobilières et logiciels industriels, j'avais discrètement effectué des vérifications approfondies de leurs actifs. Ils perdaient de l'argent à un rythme alarmant. L'entreprise de logistique que mon père dirigeait échouait spectaculairement en raison d'une mauvaise gestion. Pour couvrir leurs traces et leur style de vie,
Ils avaient contracté un deuxième prêt hypothécaire massif à taux d'intérêt élevé sur leur vaste domaine, et le paiement ballon dévastateur devait être effectué dans quelques mois seulement. S'ils ne mettaient pas la main sur cet argent d'héritage bientôt, ils allaient perdre la maison à la banque. Ils allaient perdre leur statut d'élite. Ils allaient être ruinés publiquement. Puisqu'ils ne pouvaient pas me joindre directement, ils ont pris une décision calculée et malveillante. Ils ont décidé de détruire complètement la nouvelle vie que j'avais construite afin de me forcer à la table des négociations. J'étais profondément plongé dans le plus gros contrat de toute ma carrière. C'était une acquisition commerciale massive d'un pâté de maisons de premier ordre au centre-ville, qui garantirait définitivement ma promotion au poste d'associé principal. J'avais passé 6 mois éprouvants à négocier les termes complexes, à obtenir le zonage, et à organiser le capital. Tout était strictement confidentiel. Seul Marcus, mon équipe juridique immédiate, et Chloé connaissaient les détails complexes de l'offre. 3 jours avant la clôture finale, l'affaire a explosé violemment en ma face. Une entreprise de développement rivale a miraculeusement surgi à la 11e heure, et nous a surenchéri d'exactement 50 000 $. Ce fut une attaque chirurgicale parfaite. Ils connaissaient notre plafond financier exact. Ils connaissaient notre structure de financement complexe. Quelqu'un de l'intérieur avait délibérément divulgué tout notre plan. Marcus m'a appelé dans son vaste bureau d'angle. Il était furieux, les veines saillantes sur son cou. Il ne m'a pas explicitement accusé d'incompétence, mais il a exigé de savoir exactement comment nos données hautement sécurisées avaient été compromises. Mon collègue amer, Derek, un serpent en costume sur mesure qui convoitait agressivement la même promotion, semblait extrêmement satisfait de lui-même pendant la réunion d'urgence du personnel. J'ai passé 48 heures frénétiques à fouiller ma propre vie, cherchant la fuite. J'ai vérifié mes appareils sécurisés, les journaux de serveur, tout. Puis je suis rentré tôt un soir, épuisé et vaincu. Chloé était dans la chambre principale, parlant au téléphone portable. La porte était légèrement entr'ouverte. Sa voix était discrète, frénétique, et remplie de panique. Je me suis tenu parfaitement immobile dans le couloir moquetté, mon cœur battant à tout rompre. J'ai fait exactement ce que tu as demandé, Margaret. Chloé siffla désespérément dans le téléphone. J'ai donné à Derek les fichiers sécurisés. L'affaire est complètement morte, mais Ethan ne s'effondre pas. Il ne fait pas ses valises pour retourner chez toi. Tu m'avais promis le reste de l'argent une fois qu'il serait officiellement viré. Le sol sembla s'effondrer sous moi. Margaret, ma mère. Je n'ai pas défoncé la porte de la chambre. Je n'ai pas crié. Je suis ressorti silencieusement de l'appartement. Je suis descendu au garage souterrain et me suis assis sur le siège conducteur de ma voiture. J'ai serré le volant en cuir jusqu'à ce que mes jointures blanchissent et que mes mains se crispent. Ma propre mère. Elle avait réussi à retrouver ma petite amie, découvert que Chloé était secrètement noyée dans d'énormes dettes de cartes de crédit pour maintenir son style de vie glamour dans le monde de l'art, et l'avait simplement acheté. Ma mère avait impitoyablement orchestré un complot d'espionnage d'entreprise avec mon rival Derek, juste pour me faire virer, espérant que si je perdais mon emploi, mon appartement et ma réputation, je serais forcé de revenir à la maison en rampant et de signer ces papiers d'héritage par pur désespoir financier. Ils étaient prêts à détruire complètement toute mon existence, ma carrière et mon cœur, juste pour une signature sur un morceau de papier. J'ai sorti mon téléphone et j'ai immédiatement appelé le détective Vance, l'enquêteur privé implacable que j'avais utilisé lors de mon affaire de vol d'identité il y a des années. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'il laisse tout tomber et qu'il récupère tous les dossiers financiers, tous les virements bancaires et tous les relevés bancaires liés à Chloé et Derek au cours des 3 derniers mois. Je voulais des preuves absolument irréfutables. Le lendemain matin, je suis entré dans mon appartement. Chloé préparait du café dans la cuisine, me souriant gaiement comme si elle n'avait pas vendu mon âme pour un virement bancaire. J'ai laissé tomber un lourd dossier en papier manie sur l'îlot de cuisine en marbre. À l'intérieur se trouvaient les relevés bancaires surlignés que Vance avait tirés pendant la nuit. Il y avait un transfert flagrant de 50 000 $ depuis un obscur compte offshore directement lié à la société de portefeuille de mon père, déposé directement sur le compte courant personnel de Chloé. Elle est devenue blême. Elle a laissé tomber la cuillère à café. Elle a essayé de bégayer une excuse pathétique, de fausses larmes montant à ses yeux, affirmant qu'elle était désespérée. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai regardée avec des yeux absolument morts et lui ai dit qu'elle avait exactement 1 heure pour faire ses bagages et quitter mon appartement,
ou que je remettais immédiatement le dossier à la police pour espionnage d'entreprise, vol et extorsion. Elle était partie en 45 minutes, laissant ses clés sur le comptoir. J'ai pris le même dossier directement chez Marcus. J'ai étalé les preuves accablantes sur son lourd bureau en chêne. Je lui ai montré le virement à Derek. Je lui ai raconté toute l'histoire sordide. Le vol d'identité, l'héritage du grand-père, la dette familiale, le sabotage. Je n'ai pas demandé de pitié. J'ai demandé la permission de tous les écraser. Marcus a regardé les documents, tapotant son stylo. Puis il m'a regardé. Un sourire lent, incroyablement dangereux, s'est répandu sur son visage buriné. Il a viré Derek avant le déjeuner, le faisant escorter hors du bâtiment par la sécurité, s'assurant que l'homme ferait face à un procès et ne travaillerait plus jamais dans l'immobilier commercial dans cette ville. Puis Marcus nous a servi à tous les deux un généreux verre de scotch vieilli coûteux. Il m'a dit que la promotion au poste d'associé principal était officiellement à moi, et il m'a dit que si je voulais démanteler systématiquement l'empire de mon père, il me donnerait un accès complet au capital d'acquisition privé massif de l'entreprise pour bien le faire. Je ne voulais pas seulement prendre leur argent d'héritage. Refuser de signer les papiers était trop passif. Je voulais activement prendre leur fierté, leur statut, et le fondement même sur lequel ils se tenaient. La fiducie d'héritage n'était qu'une distraction, une bouée de sauvetage temporaire qu'ils cherchaient à atteindre. Leur véritable vulnérabilité fatale était leur bien-aimée propriété. La vaste propriété dans la communauté fermée exclusive, que ma mère traitait comme un palais royal. C'était l'épicentre absolu de leur pouvoir social et de toute leur identité. Grâce à mes enquêtes continues, j'ai découvert une information cruciale. Le deuxième prêt hypothécaire qu'ils avaient imprudemment contracté n'était pas détenu par une banque traditionnelle. Il était détenu par une entreprise de prêt privé, très agressive, spécialisée dans les actifs en difficulté. Parce que mon père avait discrètement manqué ses énormes paiements mensuels, le prêt était actuellement classé en interne comme une dette hautement toxique. J'ai utilisé mon nouveau salaire substantiel de promotion, mes primes de cadre massives et le soutien financier écrasant du fonds de capital de Marcus pour effectuer une manœuvre corporative discrète, mais brillamment dévastatrice. J'ai créé une SARL opaque, complètement intraçable à mon nom. Grâce à mon équipe d'avocats corporatifs impitoyables, j'ai approché l'entreprise de prêt qui détenait l'hypothèque de mes parents. Ils étaient absolument ravis de se débarrasser de cette dette toxique de leur livre. J'ai acheté le papier à un prix élevé, en espèces. En quelques semaines, sans un seul registre public ni chuchotement liant mon nom à la transaction, ma SARL opaque est devenue le seul propriétaire de la dette massive de mes parents. J'ai légalement détenu l'acte de propriété de leur maison. J'ai détenu le pouvoir absolu de les saisir dès qu'il manquerait un autre paiement, ce qui, je le savais, était imminent, et ils n'avaient absolument aucune idée que l'épée suspendue au-dessus de leur tête était tenue par le fils qu'ils avaient abandonné. Alors que je mettais méticuleusement en place ces pièges financiers et préparais les documents juridiques, j'ai reçu un email inattendu. Il a été envoyé à mon adresse personnelle sécurisée depuis un compte anonyme crypté. L'objet disait simplement « Lis ceci ». Je l'ai ouvert. Il venait de Julien. Il a écrit un long message frénétique détaillant que nos parents prévoyaient un événement massif, largement traiteur, au country club pour célébrer leur 30e anniversaire de mariage le mois prochain. Ils invitaient le maire local, plusieurs juges de la ville, et chaque membre d'élite de leur cercle social snob. Et puis Julien a révélé leur plan ultime. Ils allaient utiliser la fête d'anniversaire pour organiser publiquement une grande réconciliation émotionnelle. Ils allaient annoncer au monde que moi, le fils prodigue, tourmenté et toxicomane, revenait enfin à la maison. Ils avaient même embauché une firme de relations publiques de haut niveau pour soigneusement élaborer l'histoire. Ils avaient besoin de moi pour jouer le rôle de l'enfant reconnaissant et repentant, pour sourire au flash des caméras, puis pour signer discrètement les papiers d'héritage dans l'arrière-salle, afin qu'ils puissent accéder aux fonds fiduciaires et sauver leur navire qui coulait. Julien a joint une copie scannée de la liste exclusive des invités et le programme minute par minute des événements. À la toute fin de l'email, il a écrit une seule ligne glaçante, « Il pense que tu es stupide. » Brûlé. Je me suis adossé à mon fauteuil de bureau en cuir et j'ai fixé l'écran lumineux pendant un long moment. L'enfant prodige, le frère qui avait joyeusement conduit la Porsche achetée avec mon identité volée. Celui qui avait toujours bénéficié de ma misère, me tendait les allumettes. Je ne connaissais pas encore tout à fait son véritable angle, que ce soit la culpabilité, la rancune ou l'autopréservation,
mais je savais reconnaître une opportunité en or quand je la voyais. J'ai immédiatement appelé Monsieur Sterling à la banque et le détective Vance. Je leur ai dit de finaliser définitivement les avis de saisie basés sur les paiements manqués. J'ai fait imprimer les documents accablants sur du papier légal épais filigrané. Je les ai soigneusement placés dans une élégante mallette en cuir noir. Je suis allé chez un tailleur haut de gamme et j'ai acheté un costume sur mesure Tom Ford qui coûtait plus cher que les cotisations annuelles de mes parents au club de golf. Je me suis assuré que chaque détail était parfait, de la cravate en soie aux chaussures italiennes polies. Je n'allais plus me cacher dans l'ombre. Je n'allais plus être la victime silencieuse de leur tragédie fabriquée. Ils voulaient un spectacle public massif. Ils voulaient un public captif de l'élite de la ville pour assister à leur grande fausse réconciliation. Ils voulaient me parader comme un trophée conquis. J'allais leur offrir un spectacle qu'ils n'oublieraient jamais. Le soir de la fête d'anniversaire tant attendue, un violent orage traversa la ville. La foudre déchira violemment le ciel sombre, illuminant les lourdes gouttes de pluie striant les vitres teintées de la berline de luxe que j'avais louée pour me conduire au vaste country club. Je restais parfaitement immobile sur le siège arrière, la mallette noire reposant lourdement sur mes genoux. Je traçais le manche lisse en cuir avec mon pouce. Mon cœur battait à un rythme régulier, incroyablement calme. Il n'y avait plus de peur en moi. Il n'y avait plus d'anxiété. Il n'y avait que la résolution glaciale et inébranlable d'un homme qui avait passé 10 années éprouvantes à marcher pieds nus en enfer, arrivant enfin aux portes dorées pour réclamer son dû. La tempête faisait rage dehors, mais le véritable ouragan était sur le point de franchir leurs portes. Les lourdes portes en chêne foncé de l'Oakmont Country Club se dressaient devant moi, comme les portes impénétrables d'un château fort. J'étais enfin pleinement équipé pour les franchir. La violente tempête à l'extérieur faisait rage avec une intensité presque cinématographique. La foudre déchiquetée illuminant violemment le parcours de golf de 18 trous méticuleusement entretenu, que mon père valorisait bien plus que son propre sang et chair. Mais à l'intérieur du grand et vaste hall, c'était un univers entièrement différent. C'était un monde parfaitement isolé de richesses feutrées, de flûtes à champagne en cristal tintant et de tapis persans épais importés, conçus pour étouffer le bruit des pas qui approchent et des vérités inconfortables. J'ai tendu mon parapluie noir dégoulinant à un jeune voiturier aux yeux écarquillés, qui semblait bien trop intimidé par la coupe nette et impitoyable de mon costume Tom Ford sur mesure. J'ai pris un moment pour ajuster mes impeccables manchettes françaises, laissant les lourds boutons de manchettes dorées scintiller sous le massif lustre en cristal en cascade au-dessus de moi. J'ai pris une inspiration lente, profonde et calculée. L'élégante mallette en cuir, serrée dans ma main droite, me donnait l'impression d'une encre physique, me ramenant à la réalité absolue et indéniable de ce que j'étais sur le point d'exécuter. Il y a 10 ans, j'étais sorti sous une pluie glaciale, portant un jean bon marché et ayant $40. Ce soir, je sortais de la pluie, porteur de la destruction absolue de mes agresseurs. Alors que je parcourais le long couloir en acajou orné de portraits vers la grande salle de bal, les sons étouffés d'un quatuor à cordes en direct flottaient dans l'air. Soudain, une jeune femme à l'expression frénétique, munie d'un casque et d'une tablette lumineuse, s'est pratiquement précipitée vers moi, ses talons au claquant sèchement sur le sol de marbre poli. C'était la coordinatrice des relations publiques agressives dont Julien m'avait explicitement prévenu dans son email. Elle avait été embauchée spécifiquement par ma mère pour chorégraphier et élaborer mon grand retour, profondément humiliant, au sein de la famille. Ethan, oh, Dieu merci, vous êtes enfin là, souffla-t-elle à toute vitesse, ses yeux se posant nerveusement sur mon costume coûteux, et mon attitude complètement imperturbable. Elle était clairement choquée que le fugitif prétendument démuni et toxicomane décrit par ses clients ait l'air d'un homme capable d'acheter tout le country club en une seule transaction en espèces. Votre mère devenait incroyablement anxieuse. Nous avons un emploi du temps très serré ce soir. Ok, écoutez attentivement. Voici le déroulement exact du spectacle. Quand Richard montera sur scène pour le toast d'anniversaire dans 20 minutes, il parlera longuement de la résilience familiale et du douloureux chemin de la guérison. Quand il prononcera distinctement le mot « retour au bercail », ce sera votre signal absolu. Nous avons besoin que vous marchiez lentement dans l'allée centrale, que vous ayez l'air incroyablement submergé par l'émotion, et que vous l'embrassiez sur scène. Le photographe principal des pages de la société locale sera positionné juste à côté de la sculpture de cygne en glace pour capturer les retrouvailles. Nous avons vraiment besoin de larmes, Ethan. Le récit en dépend. Pouvez-vous nous donner de vraies larmes? J'ai baissé les yeux sur sa tablette lumineuse, puis sur son visage paniqué.
mon expression est restée complètement plate, totalement dépourvue de chaleur, de complaisance ou de peur. Je leur donnerai exactement ce qu'ils ont gagné, ai-je dit doucement, ma voix douce et basse, portant un avantage dangereux qui a fait reculer physiquement la coordinatrice des relations publiques. Je suis passé juste à côté d'elle, ignorant ses balbutiements désespérés dans le couloir, et j'ai poussé les portes doubles incroyablement lourdes menant directement à la salle de bal principale. L'opulence démesurée de la pièce était pratiquement nauséabonde par son excès. Des milliers de roses blanches importées cascadaient élégamment de hauts vases en argent placés sur chaque table. Des serveurs portant des smokings blancs impeccables et des gants blancs circulaient silencieusement parmi la foule, offrant des plateaux d'argent chargés de champagne millésimé et de caviar beluga coûteux. Et là, trônant au centre absolu de la pièce, baignés par l'adoration de leur père, se trouvaient Margaret et Richard, mes parents. Ils étaient complètement entourés de l'élite absolue de la structure du pouvoir de la ville. J'ai instantanément reconnu le maire Henderson, 2 juges de district éminents et plusieurs promoteurs immobiliers commerciaux incroyablement riches que j'avais fréquemment rencontrés lors de galas industriels de haut niveau. Mon père tenait un verre en cristal de très vieux scotch, riant de bon cœur et bruyamment à une blague dont je suis entièrement certain qu'elle n'était pas vraiment drôle. Ma mère s'accrochait fermement à son bras, portant un collier de diamants éblouissant dont je savais, grâce à mon détective privé, qu'il était actuellement lourdement gagé sur leur entreprise de logistique en rapide déclin. Au moment même où je quittais l'entrée moquettée pour poser le pied sur le parquet ciré de la salle de bal, toute la dynamique de la pièce changea. C'était une ondulation subtile, mais indéniable. Les gens s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. Les têtes tournèrent brusquement vers moi. Les chuchotements étouffés commencèrent instantanément, bruissant dans la foule fortement parfumée comme des feuilles d'automne sèches poussées par un vent froid. Je n'avais pas été vu dans ce cercle social exclusif depuis 10 longues années. La toute dernière narration qui leur avait été forcée par Margaret était celle d'un criminel démuni et violent, qui avait égoïstement dilapidé son propre fonds universitaire pour alimenter une dépendance à la drogue avant de disparaître dans le caniveau impitoyable. Margaret m'a vu la première, le sang s'est complètement retiré de son visage parfaitement maquillé et poudré pendant une fraction de seconde terrifiante, mais ensuite son masque social terrifiant et profondément exercé s'est violemment remis en place avec une vitesse alarmante. Elle a immédiatement lâché le bras de mon père, a halté assez fort pour que les politiciens environnants l'entendent, et s'est précipitée vers moi. Ses bras étaient tendus, ses yeux grands ouverts et instantanément brillants de larmes parfaitement fabriquées. « Ethan, oh, mon beau fils prodigue, tu es enfin rentré chez nous » a-t-elle crié, sa voix atteignant le décibel parfait pour que chaque personne riche dans un rayon de 50 pieds puisse témoigner de son dévouement maternel illimité. Elle a jeté ses bras autour de mon cou, me serrant dans une étreinte étouffante qui sentait fortement le parfum de jasmin incroyablement cher, et la panique pure et non adultérée. Alors qu'elle me serrait fort, pressant sa joue contre la mienne, sa bouche était placée juste à côté de mon oreille. Dans cette fraction de seconde, la mère aimante et au cœur brisé a complètement disparu, et la dictatrice venimeuse et contrôlante est revenue. Souris pour ces putains d'appareils photo, sale petit morveux ingrat, sifflatait-elle vicieusement, ses ongles manucurés s'enfonçant douloureusement dans la laine coûteuse de ma veste sur mesure. Tu vas te rendre au bureau privé du gérant dans exactement 1 heure et signer ce document d'héritage sans un seul mot de plainte, où je te jure que je passerai quelques appels, et que je m'assurerai que tu perdes ton salaire, et que tu ne travailles plus jamais dans cet état. Je ne me suis pas immédiatement éloigné. Je suis resté parfaitement immobile, comme une statue sculptée dans la glace, et j'ai laissé le photographe désespéré, des mondanités, prendre ces photos très attendues et lucratives de la grande réunion. Puis, me déplaçant avec une force délibérée et imparable, j'ai doucement, mais fermement, retiré ses mains en forme de griffes de mes épaules. Je l'ai regardé et lui ai offert un sourire calme, terriblement poli, qui n'atteignait pas mes yeux. « Bonjour, mère » ai-je dit à voix haute, ma voix douce, profonde, et portant parfaitement à travers les badauds silencieux qui se penchaient pour écouter. Vous avez l'air remarquablement bien apprêté, pour quelqu'un dont tout l'empire financier est actuellement en train de brûler. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc absolument authentique. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse toxique, mon père s'avança derrière elle. Richard tendit une grande main lourde, son visage rougi par le scotch coûteux, et l'arrogante certitude absolue qu'il était l'homme le plus intelligent et le plus puissant de la pièce. « Ethan, bien à toi de te montrer enfin, de laisser tes erreurs passer derrière toi et de faire ce qui est juste pour cette famille, » tonna-t-il agressivement, essayant d'affirmer instantanément sa domination sur la situation. J'ai regardé sa main tendue. Je ne l'ai pas prise.
Je n'ai pas bougé un seul muscle. Je l'ai juste regardé, laissant le silence lourd et angoissant s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne incroyablement inconfortable pour toutes les personnes qui observaient l'interaction. Richard a lentement baissé sa main, sa mâchoire se crispant sous une fureur explosive et réprimée. Ne faisons pas semblant un instant que tout ceci concerne la famille. Richard, ai-je dit doucement, utilisant délibérément son prénom pour la toute première fois de ma vie. Le pur manque de respect était très calculé, et il a frappé son ego massif comme un coup physique à la poitrine. Avant qu'il ne puisse éclater et faire une scène, Sarah, la meilleure amie notoirement toxique de ma mère, et l'architecte en chef des ragots du quartier, est apparue de la foule dense. Elle tenait un énorme martini et me regardait de haut en bas avec un dédain à peine dissimulé, manquant complètement le changement dangereux dans l'atmosphère. Eh bien, regardez qui a finalement décidé de sortir de l'ombre, ricana Sarah bruyamment, un sourire méchant et supérieur jouant sur ses lèvres fortement glossées. Je vois que vous avez réussi à louer un très beau costume pour la soirée, Ethan. Vous êtes enfin clean? Votre pauvre mère dévouée a été complètement bouleversée de chagrin pendant une décennie, pendant que vous étiez en train de ruiner votre vie. J'ai lentement tourné toute mon attention vers Sarah. J'avais passé les 10 dernières années à me forger une peau impénétrable, naviguant avec succès les négociations immobilières commerciales les plus impitoyables et les plus acharnées du pays. Le venin de banlieue de cette femme mesquine n'était absolument rien d'autre qu'un jeu d'enfant pathétique pour moi maintenant. Sarah, ai-je dit, ma voix dégoulinante de condescendance polie et acérée. C'est vraiment fascinant de vous voir ici, dans un club de golf, me faire la morale sur les principes moraux et les valeurs familiales. Dites-moi, comment s'est terminée cette incroyable bataille pour la garde? J'ai entendu d'une source très fiable que le juge-président votre divorce n'était pas particulièrement ravi, lorsqu'il a examiné les relevés bancaires assignés, détaillant vos petites escapades de week-end à Vegas, avec votre entraîneur personnel de 25 ans. C'est absolument incroyable ce qui devient un document public, lorsque vous avez un excellent avocat qui sait exactement où chercher. Sarah haleta bruyamment, son visage virant instantanément à une teinte cramoisie incroyablement laide. Sa main trembla si violemment qu'elle renversa une grande goutte de son martini coûteux directement sur sa robe en soie de créateur. Elle se recula pratiquement dans la foule, complètement humiliée et terrifiée par ce que je pourrais encore révéler. Ma mère me regarda comme si un étranger terrifiant venait de posséder le corps de son fils. Je n'étais plus le garçon de 18 ans, calme et terrifié, qu'il pouvait facilement intimider, manipuler et forcer à la soumission. J'étais un prédateur hautement entraîné, qui venait d'entrer volontairement dans une cage dorée, pleine de proies très grasses, très inconscientes. De l'autre côté de l'immense pièce, debout près de la sculpture de cygne en glace fondante, j'ai vu Julian, l'enfant prodige. Il était nonchalamment appuyé contre un pilier de marbre, observant tout l'échange brutal se dérouler. Il n'avait pas l'air suffisant. Il n'avait pas l'air fier ou arrogant. Pour la première fois de sa vie, il avait juste l'air incroyablement épuisé par la mascarade. Quand nos regards se sont enfin croisés à travers la mer d'invités fortunés, il m'a fait un seul hochement de tête presque imperceptible, d'une solidarité absolue. Il avait réussi à préparer le terrain, et maintenant c'était entièrement à moi de diriger le spectacle. J'ai resserré ma prise sur la poignée en cuir épais de ma mallette et j'ai pénétré plus profondément dans la salle de bal, me mêlant sans effort à l'élite, attendant patiemment que le piège ultime se referme. Le somptueux dîner à 5 plats qui suivit fut une véritable leçon de tension suffocante et insupportable. J'étais assis à la table principale, directement entre mes parents, bouillant de rage et terrifié. Je picorais nonchalamment une assiette de filet mignon parfaitement cuit, tandis qu'ils s'efforçaient désespérément de maintenir leur sourire radieux et impeccable pour les dignitaires politiques environnants. Le maire Henderson était assis directement en face de moi, agitant nonchalamment un verre de vin rouge. Il était alors en train d'examiner les dernières étapes d'un permis de zonage immobilier commercial massif pour mon entreprise, bien qu'il n'ait pas encore réalisé le lien entre le riche promoteur dont il lisait les faits et le fils prétendument déchu assis en face de lui. Alors, Ethan, a tonné joyeusement le maire Henderson, par-dessus le tintement élégant des couverts coûteux. Votre père me dit que vous avez lentement trouvé votre chemin dans la ville, en faisant quelques petits boulots, en essayant de vous remettre sur pied après une période difficile. J'ai lentement essuyé ma bouche avec une serviette en lin impeccable, l'ai posée soigneusement sur la table, et j'ai offert un sourire parfaitement calme. En fait, monsieur le maire Henderson, ce n'est pas tout à fait exact. Je suis l'associé principal qui dirige l'énorme acquisition du front de mer du centre-ville. La même acquisition d'1 milliard de dollars que votre honorable bureau examine actuellement pour les permis de zonage commercial accéléré.
le maire a complètement cessé de mâcher, sa lourde fourchette en argent est lentement revenue sur son assiette en porcelaine coûteuse. Il a regardé brusquement mon père, qui toussait soudainement violemment et de manière incontrôlable dans sa serviette, puis il m'a regardé à nouveau, ses yeux écarquillés d'un profond respect soudain, mêlé à une profonde confusion professionnelle. Vous êtes Ethan Vance, le développeur principal du projet de revitalisation du front de mer, la firme qui soutient le nouveau stade. Je le suis, ai-je confirmé doucement, prenant une lente gorgée de mon verre d'eau. Il semble que la compréhension de mon père de ma trajectoire de carrière actuelle et de mon salaire soit quelque peu significativement dépassée. Mais nous sommes tous ici ce soir pour célébrer la famille et l'honnêteté, n'est-ce pas? La panique pure et non adultérée irradiant de mes parents était une force tangible dans l'air. Ils perdaient rapidement, et de manière terrifiante, le contrôle complet du récit qu'ils avaient passé 10 ans à construire, et ils le savaient. Alors que les assiettes à dessert étaient efficacement débarrassées par le personnel de service, la coordinatrice des relations publiques agita pratiquement son presse-papier vers mon père, depuis les coulisses. C'était enfin l'heure, le moment de vérité. Richard se leva lentement, ramassant une cuillère en argent et la tapant à plusieurs reprises contre sa flûte à champagne en cristal. Le son clair et aigu de la sonnerie traversa le bruit ambiant de la salle de bal bondée, et un silence respectueux tomba immédiatement sur les centaines d'invités fortunés. Le projecteur de la salle pivota, illuminant mon père dans un halo de lumière blanche, vive et impitoyable. Il s'éclaircit bruyamment la gorge, ajustant nerveusement sa cravate en soie coûteuse, se préparant visiblement à livrer la performance émotionnelle de sa vie pour assurer son salut financier. Amis, famille bien-aimée, invités estimés, commença Richard, sa voix grave résonnant puissamment à travers le système de sonorisation de pointe. Margaret et moi vous avons tous réunis ici ce soir pour célébrer 30 ans de mariage, 30 ans d'amour profond, de construction d'un héritage durable, et de traverser des terribles tempêtes que la vie nous jette inévitablement. Il marqua une pause dramatique, regardant ses notes préparées. Nous avons toujours fermement cru que le fondement absolu d'une vie véritablement réussie est la famille. Et comme beaucoup d'entre vous dans cette pièce le savent, notre famille a porté un fardeau très lourd et angoissant ces 10 dernières années. Pile au moment voulu, ma mère tapota élégamment ses yeux parfaitement secs avec un délicat mouchoir en dentelle, jouant le rôle de la matriarche tragique et souffrante, à une perfection absolument écœurante. Notre fils aîné, Ethan, malheureusement s'est égaré, continua Richard, sa voix tremblante d'une tristesse habilement fabriquée. Il a lutté profondément avec des démons que nous ne pouvions pas combattre pour lui. Il a fait des choix terribles et destructeurs. Il nous a brisé le cœur et s'est égoïstement éloigné de l'amour sans fin, du soutien et du fonds universitaire massif que nous avions soigneusement préparé pour lui. Nous avons passé d'innombrables nuits blanches à prier pour son retour en toute sécurité. Récemment, les funérailles tragiques de mon défunt père nous ont rappelé que le temps est court. Et ce soir, je suis incroyablement fier de vous annoncer à tous que l'incroyable pouvoir de l'amour inconditionnel a enfin prévalu. Ethan est rentré chez nous. La foule du country club éclata en applaudissements polis et profondément émus. Plusieurs femmes essuyèrent même des larmes. La coordinatrice des relations publiques me bouscula pratiquement l'épaule par derrière. C'était mon grand signal. C'était le moment exact où je devais marcher docilement vers le microphone, verser une larme pathétique, embrasser le monstre qui m'avait élevé, et garantir légalement leur salut financier complet. Je me levai lentement, repoussant ma chaise. Je me penchai et ramassai la lourde mallette en cuir noir sur le sol. Je ne marchais pas dans l'allée centrale, la tête baissée de honte. Je marchais avec les pas délibérés, lourds et imparables d'un bourreau aguerri se dirigeant vers la potence. Je montais sur la scène surélevée, me tenant complètement face à l'homme qui avait traité toute mon existence comme un énorme fardeau. Je ne l'ai pas embrassé. J'ai simplement tendu la main et pris le microphone directement de sa main. Ses doigts épais le serrèrent fermement pendant une seconde, une menace silencieuse et désespérée, mais je l'arrachai avec un mouvement sec et violent qui fit émettre aux énormes haut-parleurs un bref et strident larcène audio. Les applaudissements polis s'éteignirent instantanément. La salle de bal devint si incroyablement silencieuse, qu'on pouvait distinctement entendre la forte pluie s'abattre contre les immenses baies vitrées. Merci, Richard, pour ce morceau incroyablement émouvant de fiction absolument pure et simple, dis-je calmement, ma voix résonnant comme un coup de tonnerre dans la pièce silencieuse et attentive. Un soupir collectif, réellement choqué, traversa la foule fortunée. Ma mère bondit de sa chaise si vite qu'elle la renversa, son visage complètement pâle de terreur absolue. Ethan, arrêtez ça tout de suite. Que quelqu'un l'aide. Il est confus.
Il fait un terrible épisode mental, hurla-t-elle désespérément, essayant frénétiquement de sauver le récit qui s'écroulait. Je n'ai jamais été plus lucide de toute ma vie, Margaret, ripostai-je instantanément, mes yeux froids se fixant sur les siens, la clouant complètement sur place. Je tournai toute mon attention vers les centaines de visages puissants qui me regardaient sous le choc. Mon père vient de vous dire que je m'étais égaré. Il vous a dit que j'avais fait de terribles choix et épuisé mon propre fonds universitaire. Il vous a dit que j'étais un toxicomane violent. Permettez-moi de vous dire la vérité, l'indéniable vérité. J'ai posé la lourde mallette en cuir sur le couvercle poli du grand piano, à côté du pupitre, et j'ai ouvert les loquets dorés. Le claquement sec a retenti comme un coup de pistolet dans la pièce silencieuse. Je n'ai pas quitté cette famille parce que j'étais troublé ou dépendant de quoi que ce soit, ai-je annoncé à voix haute, sortant la première pile massive de documents légaux lourdement notariés et surlignés. Je suis parti parce qu'il y a exactement 10 ans, le jour de mes 18 ans, mes parents et moi ont organisé une somptueuse fête surprise pour mon frère de 16 ans, lui ont acheté une toute nouvelle Porsche de luxe, et m'ont tendu un gâteau de supermarché à moitié mangé, avec une carte bon marché qui me disait explicitement d'être plus comme lui. J'ai quitté cette maison avec exactement $40 en poche, pour échapper à une vie entière de graves abus émotionnels et de négligence. J'ai marché directement jusqu'au bord de la Seine et j'ai tendu la pile épaisse de papier directement au maire Henderson, et aux 2 juges de district, assis complètement stupéfaits à la table VIP. Mais, comme nous le savons tous, la maltraitance émotionnelle n'est pas un crime dans ce pays, ai-je continué, ma voix s'élevant avec une puissance brute et une intensité indéniable. Ce qui est un crime fédéral, c'est exactement ce que vous tenez entre vos mains en ce moment, votre honneur. Ce sont des dossiers financiers certifiés, des rapports de police officiels, et des affidavits bancaires assermentés. Ils prouvent légalement et de manière concluante qu'exactement une semaine avant mon 18e anniversaire, mes parents et moi ont complètement volé mon numéro de sécurité sociale, falsifié ma signature sur des documents légaux, et contracté frauduleusement un prêt automobile massif, pour acheter cette même Porsche. Ils ont délibérément accablé un mineur de $150 000 de dettes toxiques. Ils ont délibérément fait défaut dès que je me suis enfui, et ont complètement détruit ma vie financière avant même qu'elle ne commence. La salle de bal éclata complètement en murmures chaotiques et horrifiés. Le juge Miller mit rapidement ses lunettes de lecture, scannant rapidement les documents financiers surlignés, sa mâchoire tombant littéralement sous le choc. Il regarda Richard avec un air de dégoût professionnel absolu. Richard tremblait physiquement, son visage d'une couleur violet foncé terrifiante et tacheté. Il se jeta agressivement vers le microphone pour m'arrêter, mais j'évitai facilement sa prise maladroite, gardant le lourd support métallique fermement dans ma puissante prise. Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle ils vous ont tous invités ici ce soir, pour assister au cirque, ai-je dit, projetant ma voix puissamment par-dessus le bruit croissant et chaotique de la foule. Ils n'ont pas organisé cette fête extravagante pour un anniversaire de mariage. Ils l'ont organisée parce que mon grand-père est décédé, laissant un énorme fonds fiduciaire d'héritage, qui exige légalement ma signature physique pour être libéré de la cour d'homologation. Ils ont désespérément, pathétiquement besoin de cet argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement, désespérément fauchés. Tais-toi. Tais-toi tout de suite, bâtard ingrat, hurla Margaret à plein poumon, sa voix se brisant horriblement, détruisant complètement son accent raffiné et cultivé de club de golf, sonnant exactement comme un animal sauvage piégé. Ils sont complètement ruinés, répétai-je fermement, sortant le dernier, et le plus dévastateur, document légal de la mallette. Ils ont entièrement mal géré leur entreprise de logistique, jusqu'à la ruine. Ils ont contracté un énorme deuxième prêt hypothécaire à taux d'intérêt élevé sur cette magnifique et vaste propriété de banlieue, juste pour continuer à payer leurs coûteuses cotisations de club de golf. Et ils ont complètement fait défaut sur ce prêt également. La banque prêteuse a légalement classé leur prêt hypothécaire comme une dette hautement toxique. Je brandis le lourd acte de propriété filigrané en l'air, m'assurant que le projecteur de scène le frappait directement, pour que tout le monde puisse voir les sceaux officiels. Il pensait honnêtement que s'il payait des gens pour me faire virer de mon emploi et, au fait, mon ex-petit ami et mon ancien collègue ont tous deux officiellement avoué par écrit l'espionnage d'entreprise que vous avez entièrement financé, Margaret, et mes avocats impitoyables sont actuellement en train de rédiger l'énorme procès civil. Ils pensaient que s'ils détruisaient toute ma vie, je reviendrais ici en rampant, pour signer leurs papiers d'héritage, afin de sauver leur précieuse maison. Je me suis tourné lentement, délibérément, faisant face directement à mes parents tremblants, les laissant clairement voir le vide glacial de toute pitié dans mes yeux. Mais voici le dernier et magnifique rebondissement.
Richard, vous n'avez plus besoin de l'argent de l'héritage pour sauver votre maison, car l'entreprise de prêt privé a décidé de vendre votre dette toxique. Ils l'ont vendue en espèces à une SARL opaque. Je me suis penché incroyablement près du microphone, ma voix tombant à un chuchotement mortel et silencieux, qui atteignait pourtant le fond de l'immense pièce. Je possède cette SARL. J'ai acheté votre dette. Je possède légalement l'acte de propriété du domaine. Je possède toute votre maison. Et à partir de 9 h demain matin, vous serez officiellement expulsé de ma propriété. Le silence lourd et profond qui suivit immédiatement cette dernière révélation fut sans aucun doute le son le plus incroyablement beau et satisfaisant que j'ai jamais connu en 28 ans sur cette terre. C'était le silence écrasant et suffocant d'une destruction absolue et irréversible. La façade de 30 ans, soigneusement construite et farouchement protégée, de la famille de banlieue parfaite, riche et moralement supérieure, ne s'est pas simplement fissurée. Elle s'est complètement pulvérisée en fine poussière, juste devant les personnes les plus puissantes et influentes de toute la ville. Le maire Henderson fut la toute première personne à réagir physiquement. Il se leva si brusquement que sa lourde chaise en bois racla bruyamment et durement le parquet poli. Il laissa tomber les documents accablants sur le vol d'identité et les affidavits bancaires sur la nappe en lin, comme s'ils étaient physiquement radioactifs et lui brûlaient les doigts. Il ne dit pas un seul mot à mon père. Il n'offrit pas d'excuses polies. Il boutonna simplement rapidement son veston de costume sur mesure, fit des gestes frénétiques à sa femme déconcertée, et se dirigea directement vers la sortie principale, avec une expression de pure horreur. Quand le maire a bougé, le barrage a complètement cédé. Les 2 juges de district ont immédiatement suivi son exemple, jetant des regards de profond dédain professionnel et de dégoût personnel à Richard, alors qu'il s'éloignait précipitamment de la table VIP. En quelques secondes, la grande salle de bal était en proie à un mouvement chaotique et paniqué. La haute société d'élite est incroyablement notoirement inconstante. Ils boiront volontiers votre champagne millésimé coûteux et mangeront votre caviar importé pendant des décennies, tant que votre réputation sociale est parfaitement immaculée. Mais à la seconde où vous êtes publiquement exposé comme un criminel frauduleux, fauché et désespéré, ils vous abandonneront beaucoup plus vite que des rats fuyant un navire en train de couler rapidement. Absolument personne dans cette pièce ne voulait que son nom respectable soit associé à un procès fédéral massif et imminent pour vol d'identité, un scandale d'espionnage d'entreprise et une expulsion résidentielle publique profondément humiliante. Attendez, tout le monde, s'il vous plaît, arrêtez. Vous devez m'écouter. C'est un énorme malentendu. Il ment. C'est un menteur psychotique et vengeur, hurla Margaret à plein poumon, sa voix se brisant horriblement, détruisant complètement son accent raffiné et cultivé. Elle bondit de la scène, ses talons hauts glissant légèrement sur le bois poli, essayant désespérément de saisir le bras d'un riche promoteur immobilier qu'elle connaissait depuis 20 ans. Mais l'homme se recula littéralement de son contact frénétique, secouant la tête avec un dégoût absolu et se précipitant vers la ligne très fréquentée du vestiaire. Richard était complètement paralysé physiquement sur scène. Le patriarche arrogant, tonitruant et terrifiant, qui avait régné sur mon enfance d'une main de fer, avait complètement disparu. À sa place se tenait un homme creux, tremblant et incroyablement vieux, dont l'univers entièrement fabriqué venait de s'effondrer violemment sur ses épaules tombantes. Il regarda la salle de bal qui se vidait rapidement, observant son précieux statut social, toute son identité s'évaporer dans la nuit froide et orageuse. Puis, lentement, douloureusement, il tourna la tête pour me regarder directement. La haine pure brûlant dans ses yeux était palpable, mais elle était complètement et totalement éclipsée par une terreur primale pure et non adultérée. Il réalisa enfin, peut-être pour la toute première fois de sa vie, qu'il n'avait absolument aucun levier. Je détenais toutes les cartes. Je possédais le jeu entier. Ethan, haleta Richard, sa voix semblant incroyablement faible, comme du papier de verre sec frottant contre du bois. Ethan, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous perdrons absolument tout ce que nous avons construit, les abonnements au club de golf, l'entreprise de logistique, tous nos amis. Nous serons complètement ruinés. Vous vous êtes complètement ruiné vous-même, Richard, répliquai-je froidement, sans la moindre once de pitié, rangeant méticuleusement les lourds documents légaux dans ma mallette en cuir et claquant les serrures dorées avec un clic sec. J'ai juste finalisé les documents légaux requis. Vous avez joyeusement sacrifié tout mon avenir et mon crédit juste pour acheter une voiture de sport. Vous avez activement essayé de détruire ma carrière durement gagnée pour voler l'héritage d'un grand-père. Vous n'êtes pas ma famille.
Vous n'êtes que de terribles investissements financiers toxiques que je suis enfin en train de liquider agressivement. Soudain, Julien s'avança sur la scène, sortant de l'ombre. Il était resté complètement silencieux toute la nuit, observant le carnage brutal se dérouler depuis sa position près de la sculpture de glace. Margaret le vit approcher et éclata instantanément en larmes fraîches, bruyantes et désespérées de soulagement. « Julien, chéri, Dieu merci. Fais quelque chose. Dis à ces gens que ton frère est fou. Aide-nous à arranger ça. » Julien s'arrêta et regarda sa mère, la femme qui avait vénéré le sol sur lequel il marchait, qui lui avait donné le monde entier sur un plateau d'argent, tout en me privant activement d'affection élémentaire. Il regarda la salle de bal vide, les serviettes en lin jetées, la nourriture coûteuse à moitié mangée laissée sur les tables. Puis il me regarda directement. « Je ne t'aide plus, maman, » dit Julien à haute voix, sa voix étonnamment stable et claire, bien que je puisse voir ses mains trembler légèrement sur les côtés. Ethan dit l'absolue vérité. Tu m'as complètement forcé à mentir pour toi pendant 10 ans. Tu m'as acheté cette stupide voiture. Et quand j'ai enfin découvert comment tu l'avais réellement payée, tu m'as agressivement menacé de me couper financièrement si jamais je lui disais la vérité. J'ai absolument détesté cette voiture. Je déteste cette fausse vie. Je déteste la terrible personne que tu m'as forcé à devenir, juste pour que tu puisses te vanter auprès de tes amis snobs du country club. Margaret laissa échapper un hurlement théâtral déchirant, s'effondrant complètement à genoux sur la scène en bois, enfouissant son visage dans ses mains et sanglotant de manière incontrôlable. L'enfant prodige, sa récompense ultime et la justification de toute sa cruauté, venait de la rejeter publiquement et définitivement. Ce fut le coup émotionnel le plus dévastateur. Richard fit un pas soudain et agressif vers Julien, levant instinctivement sa lourde main, son visage violemment tordu par une rage incontrôlable. « Toi, petit ingrat. » Avant que Richard ne puisse même finir la phrase ou balancer son bras, je m'interposai directement entre eux, laissant tomber ma mallette instantanément et me retrouvant juste devant lui. J'étais nettement plus grand que lui maintenant, beaucoup plus large d'épaules, et complètement alimenté par 10 ans de survie brutale. « N'y pense même pas, grondai-je, ma voix vibrant d'une promesse terrifiante et absolue de violence physique immédiate. Si jamais tu lèves la main sur lui, ou sur quiconque d'autre, la ruine financière et l'expulsion seront le moindre de tes incroyablement énormes problèmes. Me comprends-tu clairement ? » Richard se figea complètement, sa main levée tremblant pathétiquement en l'air. Il plongea son regard dans mes yeux et vit que je ne bluffais absolument pas, sans équivoque. Lentement, pathétiquement, il baissa la main et recula, ses épaules affaissées dans une défaite totale et irréversible. J'ai ramassé ma mallette sur le sol. Je n'ai pas regardé ma mère, qui pleurait hystériquement sur scène. Je n'ai pas regardé mon père brisé et pathétique. J'ai fait un seul hochement de tête ferme à Julien, reconnaissant silencieusement qu'il avait enfin courageusement fait ce qu'il fallait. Et je suis descendu délibérément les marches de la scène. Je suis sorti de la grande salle de bal, du foyer opulent et silencieux, et dans la nuit fraîche et orageuse. La forte pluie avait enfin cessé, laissant l'air nocturne incroyablement propre et complètement frais. J'ai tendu mon ticket au voiturier stupéfait, je suis monté à l'arrière de ma voiture de ville qui m'attendait et j'ai dit au chauffeur de partir. Je suis parti, laissant les ruines complètement incendiées de leur empire pathétique et faux loin derrière moi dans le rétroviseur. Les semaines qui suivirent le désastre du country club furent un tourbillon massif de précision et d'exécution légale absolument impitoyable. Je n'ai pas hésité une seule seconde, et mon équipe juridique n'a accordé aucune prolongation ni montré aucune pitié. Fidèle à ma parole explicite sur cette scène, à exactement 9 heures du matin, le lendemain même de la fête d'anniversaire catastrophique, mon équipe d'avocats corporatifs très agressifs et les shérifs locaux ont signifié à mes parents des avis d'expulsion formels et irréfutables, à la porte d'entrée de la propriété. Ils ont été légalement contraints d'emballer frénétiquement 30 ans de luxe accumulé, leur collection d'art coûteuse, leurs vêtements de créateurs, et de quitter complètement la vaste propriété de banlieue de plusieurs millions de dollars, dans un délai de 30 jours. Parce que les commérages incroyablement juteux de la société s'étaient répandus comme une traînée de poudre, après l'effondrement public du club de golf, ils se sont rapidement retrouvés complètement et dévastatés socialement isolés. Absolument personne n'a répondu à leurs appels téléphoniques frénétiques. Les grandes banques, immédiatement alertées par les procès fédéraux imminents pour vol d'identité et l'instabilité financière grave et indéniable, ont instantanément gelé toutes leurs lignes de crédit et leurs comptes commerciaux restants. En raison de leur crédit ruiné, ils n'ont même pas pu obtenir un prêt de base pour une petite nouvelle maison.
Ils ont fini par louer désespérément un appartement exigu, incroyablement sale, de 2 chambres, dans le quartier industriel bruyant de la ville. Ironiquement, à quelques pâtés de maisons seulement du même immeuble infesté de cafards dans lequel j'avais vécu lorsque je m'étais enfui à 18 ans. La justice poétique absolue de la situation était presque écrasante à observer de loin. Quant à l'énorme fonds fiduciaire d'héritage de mon grand-père, il est resté bloqué, de manière permanente et sécurisée, à la cour d'homologation. J'ai formellement et légalement refusé de signer les documents de libération nécessaires. Je n'avais tout simplement pas besoin de l'argent. Mon salaire était plus que suffisant, et j'étais absolument déterminé à ce qu'il n'envoie jamais un seul centime. Le fonds resterait probablement là, intact, pendant des décennies. Une énorme pile d'argent inatteignable, les narguant complètement pour le reste de leur vie misérable et fauchée. De plus, mes avocats acharnés ont officiellement engagé un procès civil massif et écrasant contre Derek, Chloé et mes parents pour l'espionnage d'entreprise et le sabotage malveillant délibéré de ma carrière. La seule menace terrifiante des frais de justice astronomiques imminents a forcé Richard à déposer officiellement et publiquement une demande de faillite au chapitre 7. La dernière nouvelle que j'ai eue de tante Clara, c'est que le stress immense et écrasant de la perte de leur richesse, de leur maison et de leur précieux statut avait poussé Margaret et Richard à se retourner vicieusement l'un contre l'autre, et ils étaient actuellement en train de naviguer un divorce incroyablement amer, incroyablement méchant, et très médiatisé. Quelques mois plus tard, la poussière de l'explosion s'était enfin complètement retombée. J'étais confortablement assis dans mon nouveau et spacieux bureau d'angle, regardant à travers les immenses baies vitrées la vaste et magnifique skyline de la ville. Mon nom était fraîchement et fièrement peint sur la lourde porte vitrée. Ethan Vance, associé principal. J'avais officiellement conclu avec succès l'énorme affaire immobilière du front de mer, assurant mon indépendance financière absolue, et cimentant un héritage professionnel que j'avais bâti de mes propres mains, entièrement de zéro, sans la moindre faveur de qui que ce soit. L'élégant interphone sur mon bureau en acajou poli vibra doucement. La voix professionnelle de mon assistante se fit entendre par le haut-parleur. « Monsieur Vance, votre frère est là dans le hall pour vous voir. » J'ai appuyé fermement sur le bouton. « Faites-le entrer. » Julien entra lentement dans l'immense bureau. Il avait l'air radicalement et fondamentalement différent. L'enfant gâté arrogant, parfaitement coiffé et prétentieux des banlieues avait complètement disparu. Il portait une chemise simple, peu coûteuse, boutonnée, et un jean normal légèrement délavé. Il avait l'air incroyablement fatigué, mais pour la toute première fois de sa vie, il avait l'air complètement sincère et léger. Il s'approcha discrètement de mon bureau, plongea la main dans sa poche et en sortit quelque chose. Il posa un jeu de clés brillantes, arborant un écusson distinct et coûteux, silencieusement sur le bois poli. Les clés de la Porsche. Je l'ai légalement revendu au concessionnaire de luxe hier, dit Julien doucement, sa voix résonnant légèrement dans la grande pièce silencieuse. J'ai utilisé l'argent pour rembourser officiellement le solde restant massif du prêt automobile qu'ils avaient frauduleusement mis à ton nom. Je sais que la mauvaise dette avait déjà été effacée de ton rapport de crédit il y a des années, mais la banque détenait toujours la perte financière sur leur livre, elle est officiellement remboursée en totalité maintenant. Chaque centime est couvert. La voiture est définitivement partie. J'ai baissé les yeux sur les clés posées sur le bureau, puis j'ai levé les yeux vers mon jeune frère. C'était un geste massif, incroyablement significatif, de réelle responsabilité. Il avait volontairement renoncé à son symbole de statut ultime, la chose même qui avait déclenché mon départ, pour enfin réparer une erreur terrifiante qu'il n'avait même pas entièrement comprise quand elle s'était produite. Merci, Julien, dis-je sincèrement, m'adossant à ma chaise. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il haussa les épaules, un petit sourire sincère, presque plein d'espoir, effleurant ses lèvres. J'ai trouvé un vrai travail, un poste de vente de niveau débutant dans une petite entreprise de technologie logistique. Je loue un minuscule studio en centre-ville. C'est un travail incroyablement difficile, et je n'ai absolument aucune idée de ce que je fais la plupart du temps. Mais je ne sais pas. J'ai enfin l'impression de pouvoir respirer, sans que quelqu'un me surveille. Je n'ai plus besoin de jouer constamment pour eux. Je n'ai plus besoin d'être le fils parfait. Tu n'as jamais eu à l'être, lui dis-je doucement, pensant chaque mot. Ils t'ont juste manipulé, pour te faire croire que tu devais l'être, pour servir leurs propres égos. Nous sommes restés là et avons parlé pendant plus d'1 heure. Ce n'était pas entièrement parfait, et les énormes plaies psychologiques béantes de notre enfance profondément toxique et divisée n'ont pas été guéries comme par magie en une seule conversation d'après-midi.
Mais pour la toute première fois de notre vie, nous parlions réellement comme deux hommes indépendants et égaux, ne jouant pas les rôles assignés de l'enfant prodige et du bouc émissaire. Nous avons convenu de dîner la semaine suivante. C'était un petit pas fragile, mais c'était un pas décisif en avant. Plus tard ce soir-là, après le coucher du soleil, j'ai quitté le grand immeuble de bureaux en verre, et j'ai conduit ma voiture dans un petit quartier de banlieue incroyablement calme. J'ai remonté l'allée et frappé à une porte en bois familière et réconfortante. Tante Clara l'a ouverte presque immédiatement, son visage s'illuminant d'un sourire massif et incroyablement chaleureux. Elle m'a serré dans une étreinte féroce et authentique, qui sentait confortablement la cannelle, les vieux livres et l'amour inconditionnel. Nous nous sommes assis ensemble à sa petite table de cuisine douillette. Elle a tendu la main vers le réfrigérateur, et en a soigneusement sorti un petit gâteau au chocolat entier, parfaitement décoré. Il y avait une seule bougie brillamment allumée, placée exactement au centre. « Joyeux anniversaire en retard, Ethan, dit-elle doucement, ses yeux brillants de larmes fières et sincères. 10 ans de retard, mais tu as enfin réussi. » J'ai regardé le gâteau. Il n'était pas à moitié mangé. Ce n'était pas une pensée cruelle. Il était absolument parfait. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis fait un vœu silencieux et incassable, ne plus jamais laisser personne compromettre ma valeur absolue, ni dicter ma réalité. J'ai soufflé la bougie. La fine volute de fumée s'est élevée lentement vers le plafond, emportant les tout derniers fantômes persistants de mon passé profondément douloureux. Je n'ai pas gagné en les détruisant agressivement, illégalement. J'ai gagné en refusant fermement d'être détruit par eux. J'ai gagné en sortant complètement, courageusement, de l'étouffant et toxique faux projecteur dans lequel il m'avait piégé, et en construisant farouchement ma propre scène. Et laissez-moi vous dire, la vue d'ici est absolument spectaculaire. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le numéro ainsi dessous, afin que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me permet également de savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure et incroyablement douloureuse, dans le sable, pour protéger votre propre avenir? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage.